Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren,
pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du 19e siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral ? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E.
Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise, ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats c'était un aveu clair et net. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars.
et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de 2 planètes jumelles? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ».
Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile, suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite ? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins.
Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue. Et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction. Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé, dit-elle. » Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible ? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières.
À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond, incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en 2 parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent.
Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. À quoi ressemblerait la Terre si elle était la seule planète du système solaire? Et qu'arriverait-il à notre planète si la Lune disparaissait? Et que se serait-il passé si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints? On connaît bien l'histoire. Il y a plus de 66 millions d'années, un énorme astéroïde a percuté la Terre. Près de 75% des créatures qui peuplaient la planète à cette époque, dont les dinosaures, ont été anéanties lors d'une extinction massive. Tyrannosaures, Triceratops, Vélociraptor, tous disparus. Mais grâce à cela, c'est nous qui sommes en vie. Selon la science, l'espèce humaine s'est développée de manière plus sûre sans ces créatures gigantesques qui nous auraient pourchassés. Mais que se serait-il passé si cet astéroïde s'était écrasé sur le sol à quelques kilomètres de l'endroit où il est tombé? À quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? Imagine que tu marches dans la rue vers ton supermarché local et que tu croises un T-Rex de la taille d'un camion. Est-ce que cela pourrait arriver dans un univers alternatif? En réalité, les dinosaures auraient dû survivre à bien plus d'un astéroïde pour vivre encore de nos jours. Il y a environ 55 millions d'années, les températures de la planète ont augmenté. Le climat est devenu plus chaud qu'aujourd'hui, de 8 degrés Celsius. Les forêts tropicales ont prospéré et la végétation était abondante. Dans ce scénario, les dinosaures herbivores auraient probablement prospéré. Mais ils auraient commencé à avoir une apparence un peu différente. Les plantes qui poussaient à cette époque n'étaient pas très riches en nutriments. Cela signifie que les dinosaures auraient probablement rétréci, n'ayant pas l'énergie nécessaire pour grandir jusqu'à leur taille maximale. Puis, il y a environ 34 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Antarctique se sont séparés, ce qui a entraîné un climat plus frais et plus sec. Pendant cette période, les dinosaures à longues pattes auraient été les seuls à survivre. À cette époque, les animaux devaient parcourir de longues distances pour chasser, car les saisons ont commencé à affecter la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Par rapport aux mammifères de cette période, les dinosaures auraient eu des avantages considérables, comme un plus grand nombre de dents ou une meilleure vue. Quant aux mammifères, certains d'entre eux n'auraient probablement jamais évolué. Ils auraient d'abord été le petit déjeuner des dinosaures. Au fait, savais-tu que certains dinosaures vivent encore parmi nous aujourd'hui? Pense aux pigeons, ou aux oiseaux en général. Ils ont tous évolué à partir de dinosaures. Maintenant, tu as sans doute déjà entendu dire que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau. Si c'était vrai, que se passerait-il si nous en utilisions 100%? Serais-tu capable de composer une symphonie? Deviendrais-tu un génie de la tech et pourrais-tu créer du jour au lendemain une entreprise à plusieurs millions de dollars? Commençons par rétablir la vérité. Non, nous n'utilisons pas que 10% des capacités de notre cerveau. Cette idée reçue a été fortement popularisée par les films, mais elle n'est pas exacte. La vérité est que la plus grande partie de ton cerveau est active à tout moment. Mais toutes les parties ne fonctionnent pas simultanément. Le pourcentage exact varie d'une personne à l'autre. Cela étant dit, les neurologues expliquent que tu ne voudrais pas utiliser 100% des capacités de ton cerveau en même temps. Ton corps n'aurait tout simplement pas assez d'énergie pour cela, ce qui signifie que tu aurais tout le temps faim. Imagine le nombre de calories que tu devrais consommer pour que cela fonctionne. Tu serais également limité par les besoins fondamentaux de ton corps. Respirer, digérer les aliments et faire circuler le sang. Si tu utilisais toutes les capacités de ton cerveau en permanence, tu serais tout le temps fatigué. Ce serait pire que de courir un marathon sans aucune préparation. Ton cerveau aurait besoin de tout le sang dont tu disposes, ce qui signifierait moins d'oxygène pour tes poumons. Plusieurs de tes organes commenceraient à s'éteindre un par un. En un mot, ce serait fatal pour ta santé.
Au fait, certains chercheurs ont estimé que plus de 60% du cerveau est composé d'une substance que l'on appelle la matière noire neuronale. En d'autres termes, cette matière noire est constituée de neurones qui n'ont pas de fonction apparente ou qui ne répondent pas tout simplement aux stimuli courants. Les marathons font partie des plus grands exploits d'endurance au monde. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu décidais de courir un marathon sans aucun entraînement ? Les statistiques sont accablantes. Près de 50% des participants abandonneraient la course avant de franchir la ligne d'arrivée. Un marathon ordinaire fait 42 km de long. Et si tu n'es pas habitué à l'activité physique, c'est un défi de taille. Tu serais probablement capable de courir le premier kilomètre sans problème grave, mais en respirant bruyamment et fortement par la bouche. Au 5e kilomètre, ta température corporelle monterait en flèche et tu aurais l'impression d'avoir une légère fièvre. Tu abandonnerais très probablement à ce stade. Mais si tu décidais de continuer, tu devrais tromper ton esprit et ton corps pour courir les 37 km supplémentaires. Au 32e kilomètre, tu atteindrais ce qu'on appelle le mur. Ton corps aurait brûlé toutes tes réserves de glucose et tu serais extrêmement fatigué. Même les coureurs expérimentés passent souvent par cette étape. À la fin du marathon, tu te promettrais de ne plus jamais faire ça. Tu quitterais la course avec au minimum quelques crampes et l'envie de dévorer le plus de nourriture possible. Maintenant imagine ceci, la nuit est belle et claire. Il n'y a pas de nuages et tu peux voir deux des planètes les plus brillantes du ciel qui scintillent là-haut. Ce sont Mars et Vénus. As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si la Terre était la seule planète du système solaire ? Si les autres planètes n'existaient pas, les choses seraient différentes pour notre Terre. Les planètes du système solaire travaillent de concert, se maintenant les unes les autres dans une certaine position grâce à leur force gravitationnelle. Maintenant, si Mercure ou Vénus cessaient d'exister, la Terre dériverait plus près du Soleil. Notre température atmosphérique deviendrait similaire à celle de la surface de Mercure, soit 430 degrés Celsius. Cela rendrait la vie sur Terre impossible. Mais si Jupiter ou Saturne disparaissaient, la Terre dériverait très probablement encore plus loin du Soleil, et sa température descendrait en dessous de moins 130 degrés Celsius. Si la vie parvenait à se maintenir dans de telles circonstances, elle serait probablement aquatique. La position de la Terre dans le système solaire n'affecte pas seulement toute forme de vie, mais elle dicte aussi les saisons, la longueur des journées et la durée d'une année. Et si, en plus des planètes, la Lune disparaissait, que se passerait-il si un beau jour notre satellite s'évaporait tout simplement ? Cela aurait des conséquences catastrophiques. La Lune a une grande influence sur les marées de la Terre. Dans un monde sans Lune, les marées diminueraient d'environ 75%. Cela affecterait grandement les crabes, les moules et les escargots de mer qui vivent dans les zones de marée. Cela perturberait donc le régime alimentaire des animaux plus gros. Finalement, cela affecterait des écosystèmes côtiers entiers. Le climat de la Terre changerait aussi. Les marées et les courants aident à mélanger l'eau froide de l'Arctique avec l'eau plus chaude des tropiques, stabilisant ainsi le climat dans le monde entier. Les prévisions météorologiques deviendraient presque impossibles. Et la différence de température entre les endroits les plus chauds et les plus froids de la Terre deviendrait extrême. L'absence de la Lune influencerait également l'inclinaison de la Terre. Actuellement, la Terre est inclinée sur son axe à un angle de 23,5 degrés, principalement à cause de la gravité de la Lune. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait entre 10 et 45 degrés. Les scientifiques pensent que même une légère différence dans l'inclinaison de la Terre pourrait provoquer d'énormes changements, comme une période glaciaire. En plus de cela, un ciel sans Lune bouleverserait la vie de nombreux animaux nocturnes. Les papillons de nuit ont évolué pour se diriger en utilisant la lumière de la Lune et des étoiles. Les bébés tortues utilisent la lumière de la Lune pour trouver leur chemin vers l'océan. Différents animaux comptent à la fois sur l'obscurité et sur une petite quantité de lumière lunaire pour chasser efficacement. Et maintenant, que dirais-tu de voyager dans le temps et d'imaginer ce qui se passerait si tu vivais en Égypte ancienne ? Cette civilisation a perduré plus de 3000 ans. On doit aux anciens Égyptiens la construction de certains des symboles les plus reconnus au monde. Les pyramides de Gizeh. Si tu avais vécu en Égypte ancienne, tu aurais été témoin d'une époque d'énormes percées scientifiques et mathématiques. Les anciens Égyptiens s'organisaient en structures sociales strictes. Tu aurais donc probablement dû t'intégrer dans l'une d'entre elles. Tu serais né ouvrier, fermier ou spécialiste, c'est-à-dire soldat, marin ou précepteur. Ou bien tu aurais fait partie de l'élite égyptienne.
Si tu avais été fermier, tu aurais probablement vécu dans une maison faite de briques de terre. Tu aurais eu un four en pierre et tu aurais conservé tes aliments dans une fosse creusée dans le sol. Tu aurais passé tes journées à t'occuper de champs au bord du Nil, ou du bétail et des canards. Les jours d'impôt, tu aurais emballé une partie de ta récolte et l'aurais apportée au temple en guise de paiement pour l'utilisation des terres. Si tu avais fait partie de l'élite, tu aurais passé la plupart de tes journées à des banquets. Tu serais paré d'or et de pierres semi-précieuses, affichant toute ta richesse. Si tu avais vécu dans l'Égypte ancienne, tu aurais peut-être été l'un de ceux qui ont inventé la table. Et oui, avant les Égyptiens, les tables n'existaient pas. Cette invention est apparue comme un moyen de garder la nourriture hors du sol. Regarde, la lumière derrière ta fenêtre vient de devenir plus forte. Il est 21h30 et tu as un examen très important à passer demain. Tu jettes un coup d'œil pour voir si tes voisins sont encore en train d'utiliser leurs projecteurs, mais ils sont sortis regarder le ciel. Tu passes ta tête dehors et tu remarques que la lune a beaucoup grossi. Elle a doublé de taille. Tu cours à l'extérieur pour demander aux gens ce qu'il se passe. Mais ils n'en ont pas la moindre idée. Tu prends une photo et tu la publies sur les réseaux sociaux. Tu consultes ensuite ton flux et tu vois que tout le monde parle de la même chose. Le ciel nocturne est plus clair, car la lune a maintenant une plus grande surface pour refléter la lumière du soleil. Tu te sens comme déséquilibré quand tu marches. Chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression d'être plus léger que d'habitude. Comme la lune est devenue très grande, son attraction gravitationnelle est plus forte, et donc la gravité sur Terre est plus faible. Soudain, tu baisses les yeux et tu sens que tes chaussettes sont mouillées. Tu cours, puis tu sautes sur le toit d'une voiture et tu vois que de l'eau est en train d'inonder ton quartier. Les gens grimpent où ils peuvent, ou se précipitent chez eux. Ce n'est pas une bouche d'incendie qui a explosé et qui crache de l'eau. C'est celle de l'océan qui est en train de tout inonder. Tu te sens désorienté et tu perds l'équilibre. En glissant, tu tombes dans l'eau qui continue de monter. Certains se sont réfugiés dans leur voiture, mais ils ne peuvent aller nulle part. Tu vis près de l'océan, mais de toute ta vie, il n'y a jamais eu ni tsunami ni inondation d'ampleur. Aucun tremblement de terre n'a été signalé dans la région. C'est donc qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tu cours jusqu'à chez toi pour voir si tu peux trouver ton vieux bateau gonflable. Le seul problème, c'est que tu n'as pas ta pompe pour le gonfler. Alors, au début, tu le gonfles en soufflant dedans, mais tu réalises que ça va te prendre une éternité. Tu cherches une solution, puis tu tombes sur ton sèche-cheveux. Tu le branches et tu gonfles le bateau autant que tu peux. Puis tu recommences à souffler pour terminer le travail. Le niveau de l'eau augmente de seconde en seconde, et maintenant elle a pénétré ta maison. Tu fais ton sac, une bonne lampe de poche, un peu de nourriture et des couvertures thermiques. Tu descends et tu t'aperçois que tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Tu continues à marcher jusqu'à la porte. Dehors, l'eau te pousse de tous les côtés. Les vagues sont puissantes. Comme la gravité a changé, il n'est pas facile de nager. Tu montes sur ton bateau et tu descends le courant dans ta rue. Comme nous sommes en plein mois de février, l'eau est glacée, ce qui rend la situation encore plus difficile. Au bout d'un moment, tu atteins l'autoroute. Ici, l'eau arrive directement de la plage. Tu as réussi à gagner une hauteur et tu sors ton téléphone. Tu l'avais rangé dans la poche imperméable de ton sac afin de le garder au sec. Il ne te reste que 15% de batterie. Mais par chance, tu as apporté de quoi la recharger. Tu appelles ta famille pour leur demander s'ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils n'en savent pas plus que toi. Tu t'aventures ensuite dans la forêt à la recherche d'une vieille cabane où tu passais du temps quand tu étais plus jeune. Peut-être y aurais-tu laissé ta vieille bicyclette ? Tu la retrouves rapidement et tu traverses la montagne à vélo pour échapper à l'inondation. Tu as du mal à garder ton équilibre à cause du changement de gravité. Des scientifiques sont assis devant des ordinateurs portables et des feuilles de calcul. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Tout le monde crie et lance des solutions au hasard, mais rien ne semble avoir de sens. Au bout d'un moment, le chef de la NASA décide de lancer une fusée sans pilote sur la Lune. La fusée est prête en quelques heures. Et tout le monde attend les ordres. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élève dans les airs en direction de la Lune. Elle sort de l'atmosphère terrestre et voyage à toute vitesse. Après quelque temps, tout le monde peut voir les images de la Lune gigantesque. Selon les scientifiques, la fusée ne doit pas trop s'approcher de la Lune en raison de sa forte attraction gravitationnelle. Mais sur les images, on voit que de petites particules flottent autour du satellite. On dirait les anneaux de Saturne. Ces anneaux ressemblent à un disque géant autour de la grande planète. Mais de plus près, ce ne sont que des particules allant de la taille d'un grain de riz à celle d'un grand bus.
On trouve ces particules en orbite autour de Saturne en raison de son énorme force gravitationnelle. Autour de la Lune, les images montrent là aussi que ces objets sont de diverses tailles. Et cela représente un danger pour la fusée qui s'approche. Alors elle interrompt son vol et se place en orbite autour de la Lune, puis lance un petit engin qui ressemble à un drone. Certains débris ont une taille considérable, ce qui rend difficile la manœuvre de l'appareil. Il vole plus près et les débits commencent à s'écraser sur lui. Heureusement, cette mini-fusée est extrêmement solide. Elle réussit finalement à passer le mur de particules et atterrit sur la Lune. Sa gravité est plus forte depuis qu'elle a grossi, et la fusée manque d'être réduite en miettes. Dès qu'elle atterrit, un autre robot en sort et commence à rouler sur la surface à la recherche d'indices. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais on remarque un frémissement provenant des profondeurs de la Lune. Quelque chose d'anormal se produit au niveau du noyau. On dirait qu'il est en train de devenir de plus en plus gros. Les scientifiques ne savent pas s'il cessera de croître à un moment donné. La seule façon de le savoir est de percer un trou à l'intérieur pour découvrir la raison de ce phénomène. Tu pédales toujours et tu atteins enfin l'autre côté de la montagne. Le sol tremble et ton équilibre est encore plus affecté. Tu regardes de l'autre côté de la montagne et tu vois que toute cette partie de la ville est inondée. Tu prends ton bateau gonflable et tes provisions et tu continues ton chemin. Tu trouves une barque et tu rames aussi vite que tu peux afin de gagner le phare. Tu pourras y chercher le QG de la NASA. Soudain, tu vois une grande fusée qui s'élance vers le ciel. Tu sais que ton frère est là-bas en train de travailler. Mais les réseaux cellulaires sont en panne. Tu continues à ramer vers un endroit sûr. La petite fusée qui a atterri sort une petite foreuse suffisamment puissante pour creuser à des kilomètres sous la surface. Il faudra des jours pour qu'elle atteigne le centre. Alors, la NASA lance une autre fusée qui transporte une plus grande foreuse. Le problème, c'est que la Lune continue à grossir et que les particules autour de la Lune augmentent en nombre. La Lune est en train d'atteindre la taille de la Terre et grandit de minute en minute. L'inondation pourrait atteindre plusieurs villes côtières et de nombreuses petites îles pourraient être submergées. Il faut donc trouver une solution. La gravité pourrait affecter la structure des bâtiments et les faire s'effondrer les uns après les autres. Mais le petit robot ne le permettra pas. Il continue donc de creuser pour comprendre ce qui se passe sur la Lune. Certaines roches semblent devenir plus chaudes à mesure qu'il s'enfonce sous la surface. Cela peut être le signe que l'expansion de la Lune pourrait mener à une explosion. Les scientifiques présents dans la salle sont déconcertés. Ils ne savent pas quoi faire. Le directeur de recherche, qui se trouve être ton frère, essaye de t'appeler mais n'arrive pas à te joindre. Pendant ce temps, tu rames toujours pour rejoindre la NASA. Mais tu dois retourner dans les montagnes, car les risques sont grands. Lorsque tu parviens à la vieille cabane, tu vois des hommes étranges vêtus d'imperméables. Ils sont à ta recherche. Une fois qu'ils t'ont vu, ils se lancent à ta poursuite. Ils sont très bizarres, un peu comme des extraterrestres. La foreuse a atteint sa profondeur maximale et ne peut plus descendre. De plus, la transmission du signal s'affaiblit. Soudain, une silhouette surgit et braque ses feux sur le robot. La transmission se brouille et on ne voit plus cette silhouette géante que partiellement. Une petite créature descend et se dirige vers le robot. Tout le monde à la NASA panique devant ces images. Personne n'arrive à croire ce qu'il se passe. Au bout d'un moment, la créature transmet un signal que la NASA n'est pas en mesure de déchiffrer. Mais la créature semble amicale. Elle retourne dans son vaisseau et en un instant, elle disparaît dans les airs en se téléportant. La Lune commence à rapetisser pour revenir à sa taille normale. Tout le monde exulte à la NASA et sur toute la planète. Les courants se calment et refluent vers les côtes. Par chance, tout le monde était en sécurité dans les collines. La Lune est le voisin spatial le plus proche de la Terre et son seul satellite naturel. Elle s'est probablement formée alors qu'un énorme objet de la taille de Mars s'est écrasé sur notre planète il y a des milliards d'années. Cette catastrophe a transformé la Terre en une boule brûlante de roches en fusion. Elle a aussi propulsé des matériaux sur son orbite, créant ainsi la Lune. Aujourd'hui, cette sphère fortement cratérisée se déplace autour de notre planète. Cela provoque, entre autres, des marées autour du globe. Faisant un peu plus du quart de la taille de la Terre, c'est le 5e plus grand satellite naturel du système solaire. La Lune a plusieurs phases, telles que nouvelle Lune, pleine Lune, premier et dernier quartier. Mais quel que soit son aspect, tu peux toujours la trouver dans le ciel nocturne et parfois même pendant la journée. Mais imagine que tu te réveilles la nuit et que tu remarques que la Lune a l'air un peu différente que d'habitude. Elle semble plus brillante et plus grosse.
c'est à peine perceptible, surtout si tu es à moitié endormi. Tu retournes te coucher, sans réaliser qu'au lieu de la Lune, c'est Mercure que tu viens de voir. De près, cette planète, la plus proche du Soleil, ressemble à notre satellite naturel. Sa surface est jonchée de cratères laissés par des roches spatiales. Mercure fait environ 2/5 de la taille de notre planète, mais elle est tout de même un peu plus grande que la Lune. C'est pourquoi la planète aurait une plus grande influence sur la Terre. Les nuits seraient plus lumineuses, les marées hautes seraient plus hautes et les marées basses seraient, tu l'as deviné, plus basses. Le cycle lunaire, c'est le temps dont a besoin la Lune, ou plutôt Mercure dans ce contexte, pour passer par toutes les phases, serait plus court de 14 heures. Mais dans l'ensemble, un tel remplacement n'aurait pas de conséquences drastiques pour notre planète. Alors, qu'en est-il de Vénus? Et si, au lieu de notre satellite familier, nous mettions l'objet naturel le plus lumineux après le Soleil et la Lune? On l'appelle souvent la planète sœur de la Terre, car leur masse et leur taille sont presque les mêmes. Vénus serait aussi grande dans notre ciel que la Terre est apparue aux astronautes d'Apollo lorsqu'ils l'ont regardée depuis la surface de la Lune. L'étoile du Berger serait beaucoup plus lumineuse que la Lune, car la planète réfléchit 6 fois plus de lumière solaire. De plus, elle occuperait une surface au moins 16 fois plus grande. C'est pourquoi les nuits sur Terre seraient aussi lumineuses que les premières lueurs de l'aube. Si tu regardais Vénus, tu verrais de vagues motifs tourbillonnants dans la couverture nuageuse blanc-jaunâtre de la planète. Vénus ne deviendrait pas le satellite de la Terre. Les deux planètes orbiteraient probablement autour de leur centre de masse commun et cette orbite serait assez excentrique. Mais si Vénus se déplaçait à la même vitesse que la Lune actuellement, les deux planètes s'écraseraient l'une contre l'autre dans un avenir proche. Bon, passons au candidat suivant. Si Mars était là-haut dans le ciel à la place de la Lune, tu la remarquerais sûrement. Même sans télescope, tu serais capable de t'émerveiller de sa couleur unique et des taches sombres sur sa surface. Et même si tu ne voyais pas la planète rouge, tu ressentirais quand même quelque chose d'inhabituel. Mars fait la moitié de la taille de la Terre, mais est plusieurs fois plus grande que la Lune. Remplacer un corps spatial plus petit par un corps beaucoup plus grand bouleverserait l'équilibre délicat de notre planète. Si tu avais la malchance d'être au bord de la mer lorsque Mars prendrait la place de la Lune, tu devrais partir au plus vite. Des vagues massives se soulèveraient dans les océans sous l'influence martienne. Elles s'écraseraient contre le littoral comme les plus grands tsunamis. Mars réfléchirait plus de lumière solaire que la Lune. Les nuits seraient plus claires, les paysages terrestres auraient une teinte rouge sinistre. Et tu pourrais admirer la plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, à travers un télescope. Mars n'est pas assez grande pour changer radicalement l'orbite de la Terre. Mais avec le temps, les deux planètes commenceraient probablement à se mettre en orbite l'une autour de l'autre, créant ainsi un système de planètes binaires. Et comme Mars serait littéralement la porte à côté, les voyages vers cette planète deviendraient une réalité. Bon, maintenant, passons à une autre échelle. Si Jupiter remplaçait la Lune, la Terre en tant que planète indépendante n'existerait plus. Elle se transformerait instantanément en une autre lune de la plus grande planète du système solaire. Le seul point positif de cette transformation, les gens auraient une vue imprenable. Jupiter est des dizaines de fois plus grande que la Lune. Une sphère gigantesque, magnifiquement rayée, couvrirait presque tout l'horizon. Si tu avais le temps d'apprécier le spectacle, tu verrais des nuages jaunes, bruns, rouges et blancs flottant dans l'atmosphère de Jupiter. Malheureusement, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse provoquerait instantanément de graves tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Le manteau et la croûte de la Terre seraient attirés vers Jupiter, ce qui ferait éclater notre planète. Elle serait étirée et comprimée avec une telle force que sa surface serait bombée d'avant en arrière de plus de 100 mètres. Malheureusement, la vitesse de la Terre ne représente que 10% de la vitesse nécessaire pour que nous restions dans l'orbite de Jupiter. C'est pourquoi notre planète trop lente s'écraserait sur la géante gazeuse en moins d'un jour. Bon, on abandonne cette option. Maintenant, si Saturne devait remplacer la Lune, ce serait un spectacle incroyable. La planète est plus de 35 fois plus grande que notre satellite. Cela signifie que le globe doré géant couvrirait 18 degrés du ciel. Et ses anneaux s'étendraient encore plus loin, d'un horizon à l'autre. La Terre serait un peu plus éloignée de la géante gazeuse que sa propre lune Dionée. Et comme Saturne est bien plus massive que notre planète, la Terre se transformerait en son satellite, et non l'inverse.
Malheureusement, la vitesse de rotation de la Terre ne serait, encore une fois, pas suffisante pour suivre le rythme, et nous nous écraserions très probablement sur la planète en un jour ou deux. Mais avant de brûler dans l'atmosphère de Saturne, nous devrions traverser ces magnifiques anneaux. Ils sont constitués de morceaux de comètes, d'astéroïdes et de lunes brisées. Ce serait un exploit d'arriver à passer à travers ces débris spatiaux. De plus, notre planète devrait éviter les lunes de Saturne. Or, il n'y en a pas moins de 53. Mais que se passerait-il si la chute n'avait pas lieu et que la Terre se transformerait en la 54e lune de Saturne? Alors, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse entraînerait des déplacements tectoniques massifs sur tout le globe. Il déchirerait la croûte de la planète jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok, ça ne va pas non plus. Uranus et Neptune sont toutes deux des géantes de glace. Ces planètes sont de la même taille, plus grandes que la Terre, mais plus petites que Saturne et Jupiter. Elles ont toutes deux un intérieur glacé, une atmosphère profonde et une couleur similaire. Un très beau bleu-vert. Si l'une de ces planètes remplaçait la Lune, les conséquences seraient les mêmes. Alors, jouons à pile ou face. Ok, ce serait Neptune que tu verrais un jour dans le ciel. Neptune est 14 fois plus grande que la Lune. La planète ressemblerait à une montgolfière bleu vif dans le ciel, non seulement la nuit, mais aussi le jour. Elle semblerait être 15 fois plus grande que le Soleil. Si tout le reste restait identique, une éclipse solaire semblerait se poursuivre pendant des siècles. Une fois que le Soleil aurait disparu derrière le bord de Neptune, notre planète serait plongée dans l'obscurité totale pendant pas moins d'une heure et demie. Neptune a une masse 17 fois supérieure à celle de la Terre, et sa force gravitationnelle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi notre planète se retrouverait à jouer le rôle du satellite encore une fois. Elle orbiterait autour de Neptune un peu plus loin que sa propre plus grande lune, Triton. Au fait, il y aurait un grand risque que la Terre entre en collision avec ce corps spatial. Mais supposons que nous ayons la chance de ne pas croiser les satellites de Neptune. Même ainsi, nous aurions plus qu'assez de problèmes à gérer. Les marées sur notre planète deviendraient 1000 fois plus puissantes que celles causées par la Lune. La force gravitationnelle de Neptune ne déchirerait pas la Terre, mais elle réchaufferait notre planète. L'activité sismique augmenterait, déclenchant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Et probablement aussi la fin d'Internet. Tu es attaché à ton siège dans le vaste univers avec la Terre derrière toi qui devient de plus en plus petite. Tout autour de toi, il y a des interrupteurs et des commandes pour garder le vaisseau spatial intact. Toi et 2 autres membres d'équipage travaillaient dur. Par le hublot, tu vois des météores qui volent et des étoiles et des planètes au loin. Tu es sur le point d'être l'une des premières personnes à atterrir sur la Lune après des années de recherche et de tests. Tu dois considérer toutes les étapes avec méthode, sans quoi tu pourrais faire face à de nombreuses complications, comme t'écraser contre un astéroïde volant. Ou même être laissé dans le vide de l'espace sans aucun moyen de rentrer. Les recherches montrent qu'environ 1/3 de tous les alunissages ont rencontré plusieurs problèmes. Le lancement vers la Lune nécessite une fusée spéciale, voyageant à plus de 40 000 km/h. Et une fois en orbite lunaire, le vaisseau spatial peut se détacher de la fusée et naviguer jusqu'à la surface de la Lune pour atterrir. Sur le papier, ça semble simple, n'est-ce pas? Mais trouver le moyen mathématique d'alunir était la raison pour laquelle poser un humain sur la Lune semblait être une idée inconcevable. Néanmoins, les scientifiques ont réussi à la concrétiser en étudiant et en observant le vol des hélicoptères. Contrairement à un avion, qui a besoin de vitesse pour décoller, les grandes hélices d'un hélicoptère lui donnent une portance suffisante pour s'envoler. En gros, elles doivent tournoyer avec suffisamment de force pour soulever le poids de l'appareil au sol. En gardant cela à l'esprit, il faut tenir compte de la force gravitationnelle qui tire tout vers le bas. Sur Terre, la force de gravité est de 9,81 mètres par seconde carrée. Sur la Lune, elle n'est que de 1,6 mètres par seconde carrée. Donc, nous avons en grande partie compris comment atterrir sur Terre. Mais qu'en est-il de l'atterrissage sur une surface qui t'aide à peine à le faire? Il y a eu 3 étapes. Faire toutes les recherches et les calculs nécessaires pour prévoir les conditions appropriées, mettre au point un véhicule d'essai pour s'entraîner et utiliser un simulateur de vol pour imiter les conditions de l'atmosphère lunaire. Les hélicoptères ne sont pas vraiment les meilleures références pour l'atterrissage, puisque la gravité fait le gros du travail, et le vaisseau spatial ne ressemble en rien à un hélicoptère. Il fallait simuler un vaisseau spatial de seulement 1/6 de son poids. Comme l'attraction gravitationnelle sur la Lune est plus faible que sur Terre, il est vital de savoir naviguer dans ces conditions en vue du moment où les choses se produiront pour de vrai.
Les scientifiques de la NASA ont décidé de se procurer un hangar à grues pour soulever le vaisseau spatial au moyen de câbles tout en simulant le vol et l'atterrissage. Un peu comme les cascadeurs de cinéma auxquels on attache des câbles pour les scènes d'action. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour déterminer si l'on pouvait bien se poser correctement sur la Lune sans les câbles de sécurité. Il fallait une vraie liberté de mouvement, et on est donc retourné à la planche à dessin. Ils étaient sur le point de jeter l'éponge, jusqu'à ce qu'ils trouvent une idée brillante pour simuler les conditions d'alunissage. Installer une sorte de ventilateur à réaction détachable dans le fond du vaisseau spatial, afin de maintenir une poussée constante vers le haut. En faisant cela, ils ont pu créer un scénario où l'engin pèserait 1/6 de son poids sur Terre, mais sans les câbles de sécurité pour le retenir. Toutefois, après de nombreuses tentatives plus ou moins réussies, la seule façon de voir si l'alunissage était possible était de le faire pour de vrai. Donc, loin de la Terre, toi et ton équipage apercevez la Lune par la fenêtre. Elle est beaucoup plus grosse qu'elle n'y paraît depuis la Terre. Sa surface remplit toute la fenêtre, mais l'alunissage sera loin d'être un jeu d'enfant. Le vaisseau spatial doit se mettre en orbite autour de la Lune afin de déterminer le meilleur moment pour atterrir. Mais ne t'inquiète pas, c'est la raison pour laquelle tu as une équipe avec toi. Il faut parfois plus de 24 heures pour savoir quand et où se trouve le créneau et l'endroit idéal pour atterrir après avoir effectué divers tests et mesures. Et une fois que tu as obtenu les meilleurs résultats, le vaisseau spatial lui-même se détache de celui en orbite et se dirige vers le sol. C'est là que la physique de l'hélicoptère entre en jeu. Un hélicoptère doit s'incliner d'au moins 5 degrés pour avancer après s'être élevé du sol. Même chose pour aller en arrière. Mais c'est parce qu'il a la gravité pour l'aider. Au-dessus de la Lune, planant dans le vide spatial, le vaisseau doit s'incliner d'au moins 30 à 40 degrés pour avancer. Dès que le vaisseau atteindra un bel endroit pour alunir, il reviendra à 90 degrés et se posera lentement sur la surface. En t'approchant, tu peux voir la surface de la Lune à quelques mètres de toi. C'est la partie la plus délicate, mais vous vous en sortez bien. L'équipe du centre de contrôle sur Terre ne pourrait pas être plus heureuse. Les membres de l'équipage sont également ravis de ce que tu as accompli. Tu enfiles ta combinaison spatiale et ton équipement et tu descends lentement l'échelle. Tu laisses ta première empreinte sur la Lune et tu regardes au loin. La Terre n'est qu'un petit point bleu très éloigné. Tu es capable de faire des bonds de lapin dans cette gravité quasi nulle. Toi qui rêvais de maîtriser le moonwalk, après avoir passé beaucoup de temps sur la Lune, il est temps de rentrer. Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune, n'a passé qu'environ 2h30 à sa surface avant de revenir. Mais zut, tu as oublié les clés à l'intérieur du module et maintenant tu es coincé. Non, c'est une blague. Même si ça aurait été un sacré rebondissement pour notre histoire. Tu remontes et tu remets l'appareil en orbite pour rejoindre l'autre vaisseau au-dessus de toi. Une fois que tu t'es reconnecté, tu quittes l'orbite de la Lune et tu rentres sur Terre. En envoyant régulièrement des humains sur la Lune, on pourra bientôt s'attaquer à la prochaine grande étape, qui est d'atterrir sur Mars. Le célèbre rover d'exploration, Curiosity, a parcouru la surface de Mars et a recueilli les informations nécessaires pour que des humains puissent y atterrir à leur tour. Et la NASA a pour objectif d'y envoyer les premiers humains après 2030. Ce voyage sera des centaines de fois plus difficile que celui vers la Lune, mais de nombreuses questions scientifiques trouveront réponse une fois qu'il aura lieu. Les humains pourront peut-être y recueillir certaines ressources naturelles et même y construire des avant-postes et des colonies. Les possibilités semblent infinies, tout comme les défis. La distance de la Terre à la Lune est d'environ 400 000 km. Mars, en revanche, se trouve à environ 56 millions de kilomètres de nous. Il est possible qu'un nouvel avant-poste humain soit stationné sur Mars. Il s'agirait de bâtir une nouvelle communauté de scientifiques et d'ingénieurs pour tirer le meilleur parti de ces conditions. Elle serait complètement autosuffisante et disposerait de moyens appropriés pour l'agriculture et l'élevage. Et en laissant des humains sur Mars pendant si longtemps, les scientifiques pourraient enfin comprendre le fonctionnement de la planète. Mais si l'on veut comprendre comment le corps humain réagit à l'environnement de l'espace lointain, il faudra d'abord beaucoup d'entraînement avant d'obtenir ce fameux ticket pour Mars. L'expérience la plus proche d'une colonie au milieu de nulle part est la station Amundsen Scott au pôle Sud. Elle est conçue pour résister à toutes les conditions extrêmes de ce froid sec et glacial. Être au bout du monde peut être assez éprouvant sans un bon entraînement. Ce n'est peut-être pas aussi loin que Mars ou la Lune, mais se trouver au pôle Sud
C'est comme arriver sur une toute nouvelle planète. La station elle-même est équipée pour fournir les conditions adéquates dont chacun a besoin pour être à l'aise. En plus d'un système de chauffage performant, la station dispose d'une salle de loisirs pour le sport et la musique, d'une bibliothèque, d'un salon et même d'une serre pour faire pousser de bons fruits et légumes. À vrai dire, cette serre est la seule chose qui te donnera l'impression d'être dans une forêt tropicale. Et avant même de postuler là-bas, tu devras passer un examen rigoureux pour voir si tu peux supporter l'isolement pendant des mois. Non pas parce que tu serais complètement seul, mais tout de même bien loin de la civilisation. Toute la population de l'Antarctique est composée de scientifiques et d'ingénieurs. Et tu devras te faire examiner par un médecin pour déterminer si tu es physiquement apte à séjourner là-bas. La station est construite là pour que les scientifiques puissent étudier les conditions de l'espace et les phénomènes liés à la géologie. Le fait de se trouver dans le plus grand désert du monde peut s'avérer épuisant. Lorsque tu quittes la station, tu dois porter au moins 3 couches de gants, des pulls et des vestes extrêmement épais afin de résister au froid. On a même comparé le fait de marcher au pôle sud à l'exploit qu'est celui de marcher sur la Lune. Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie « objet céleste vacillant ». La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA. Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très très longtemps, mais pas dans une galaxie très très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux.
Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalée ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chaud qui tournait autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Oméa, Makemake, ont leurs propres lunes qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Oméa, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine. Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous, et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se dépose souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire, et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros
qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau.